Il existe un savoir ancien, enfoui dans les méandres du temps, que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Un savoir qui n'est pas né dans des laboratoires, mais sous le soleil, dans l'air, dans la terre, dans l'eau. Un savoir qui a guéri les corps et illuminé les âmes il y a 25 siècles. C'est la médecine oubliée d'Hippocrate, le père de la médecine naturelle. Aujourd'hui, nous retournons là où tout a commencé. Lorsqu'un homme a compris que l'équilibre entre l'humanité et la nature est la clé de la vie. Sur l'île de Kos, en 430 avait J.C., un homme marche pieds nus sur les pierres blanches chauffées par le soleil méditerranéen. Son regard est absorbé, son esprit frappé par une intuition destinée à changer à jamais le cours de la médecine. C'est Hippocrate, le médecin de Kos, qui le premier conçoit la guérison non pas comme un acte de domination sur l'homme, mais comme une collaboration avec la nature. Entre ses doigts, il tient un rouleau de papyrus et, d'une main ferme, griffonnant des mots destinés à résonner à travers les âges, il écrit « Que ta nourriture soit ton médicament, et que ton médicament soit ta nourriture ». Il était alors loin d'imaginer que cette maxime traverserait les millénaires, survivrait aux incendies de bibliothèques, aux empires dissous et aux renaissances culturelles, pour résonner dans les couloirs des universités modernes. Pourtant, au fil du temps, son message authentique serait trahi par le médicament même qui portait son nom. Aujourd'hui, tout médecin prête le serment d'Hippocrate, mais rares sont ceux qui se souviennent des véritables enseignements du maître de Kos. La vérité qu'il a découverte était trop simple pour être acceptée par des systèmes qui se nourrissent de complexité et de mystères artificiels. Hippocrate n'a pas inventé de médicaments, ni conçu d'instruments chirurgicaux miraculeux. Il a observé la nature, lui a fait confiance et en a tiré la science de la guérison. Il constata que ceux qui jeûnaient guérissaient plus vite, que l'eau pure rétablissait plus d'1 millier de potions, que les herbes sauvages apaisaient des douleurs inaccessibles aux remèdes les plus élaborés. Il comprit que le corps humain possède un médecin interne, un principe d'ordre qui doit simplement rester intact. Pendant des siècles, sa sagesse resta fragmentée dans des textes anciens que peu de gens lurent et encore moins appliquèrent. Le premier de ces enseignements concerne le pain, aliment sacré pour les Grecs de l'Antiquité. Pourquoi le pain qu'ils consommaient était-il source de force et de guérison, alors que le pain moderne engendre inflammation et maladie? La réponse se trouve dans un fragment du Corpus Hippocraticum, dans le traité de la diète, où Hippocrate notait « Le pain d'orge est lourd et difficile à digérer, mais il fortifie. Le pain de blé raffiné est léger, mais s'affaiblit avec le temps. » Ce n'était pas une observation fortuite, mais le fruit de décennies d'expériences cliniques à la faculté de médecine de Kos. Les anciens préparaient du pain avec des céréales complètes, lentement fermentées pendant des jours, issues de céréales cultivées sur un sol riche et non contaminé. L'orge, aliment favori des athlètes, et le blé, moulu sur pierre avec le germe et le son intacts, étaient soumis à de longues fermentations. Au cours de ces fermentations, les levures naturelles prédigéraient le gluten, le rendant ainsi plus tolérable et assimilable. Ainsi, 2 millénaires et demi plus tard, un groupe de chercheurs du King's College de Londres, dirigé par le Dr Tim Spector, a publié en 2018, dans la revue Cell Metabolism, une étude confirmant l'intuition hippocratique. Le pain au levain, fermenté pendant 18 heures, produit moins d'inflammation, un meilleur contrôle glycémique et une plus grande diversité du microbiote intestinal que le pain industriel. Cela démontre l'importance cruciale de la lenteur et du caractère naturel du processus. Des scientifiques de Harvard, grâce aux études du Dr Fasano, ont également démontré que le problème ne réside pas seulement dans le gluten, mais aussi dans la transformation du blé. Les variétés anciennes, comme l'épeautre et l'engrain, contenaient des protéines plus digestibles. Le long processus de fermentation les a décomposées davantage, nourrissant les bactéries intestinales qui produisent des acides gras à chaîne courte, des molécules qui protègent l'intestin et réduisent l'inflammation. Hippocrate considérait le pain comme un véritable remède, surtout lorsqu'il était préparé dans le respect du temps et des processus naturels.
Il recommandait l'eau d'orge grillée contre la fièvre et les troubles digestifs. Une boisson dont les recherches confirment aujourd'hui les vertus anti-inflammatoires grâce à sa teneur en bêta-glucane. Pour les anciens, le pain était plus qu'un simple aliment. C'était un rituel et un symbole. Chaque grain, en devenant aliment, subissait une métamorphose sacrée. La fermentation était perçue comme un acte alchimique par lequel des micro-organismes invisibles transmutaient le brut en nutriments. Manger du vrai pain signifiait participer à un acte de communion avec la terre et non à un processus industriel sans âme. Cependant, la révolution industrielle du 19e siècle a bouleversé cet équilibre. De nouvelles aciéries ont séparé le germe et le son du grain, créant des farines blanches à longue conservation, mais sans vie. Dans les années 1960, l'industrie a introduit des levures rapides et des additifs chimiques capables d'achever la fermentation en 2 heures. Le résultat a donné un produit qui porte encore le nom de pain, mais que Hippocrate n'aurait pas reconnu. Aujourd'hui, se réapproprier le pain sacré ne requiert pas de sacrifices extrêmes, mais plutôt du discernement. Privilégier les pains au levain naturel, fermentés pendant au moins 12 heures, privilégier les céréales complètes et les variétés anciennes comme l'épeautre, le seigle ou l'orge, et modérer les quantités, car pour Hippocrate, la vertu suprême était l'équilibre. 2 ou 3 tranches de vrai pain nourrissent, 6 de pain industriel enflamment. Le médecin grec ne prônait pas l'abstinence, mais la modération. Il nous encourageait à observer le corps comme un laboratoire personnel, à expérimenter et à acquérir une expérience directe. Ainsi, chaque fois que vous choisissez du pain authentique plutôt qu'un substitut industriel, vous rendez hommage à la sagesse antique et par la même occasion à la science moderne qui a redécouvert sa vérité. Pourtant, si nous avons oublié l'art de faire du pain, qu'avons-nous perdu d'autre ? Hippocrate ne parlait pas seulement des céréales, mais d'un autre élément primordial, si simple qu'il est négligé, mais si puissant qu'il représente le premier remède quotidien, l'eau. Pour le père de la médecine, l'eau pure, prise au bon moment et de la bonne manière, précédait tout remède ou décoction. Sur l'île de Kos, il y avait des sources considérées comme sacrées, et bien qu'Hippocrate ne croyât pas à la magie des eaux bénites, il pressentait que toutes les eaux n'étaient pas identiques. Dans son traité des eaux, des plants et des lieux, il écrivait « Quiconque souhaite étudier la médecine doit d'abord tenir compte des saisons, des vents et des eaux, car tout comme leur saveur et leur poids diffèrent, leurs propriétés le sont aussi. » Pour lui, l'eau n'était pas seulement un moyen d'hydratation, mais aussi un vecteur de communication vitale entre chaque cellule du corps. La science moderne a enfin compris ce qu'il avait observé empiriquement. Le médecin iranien Fereidoun Batmanghelidj a démontré que de nombreux symptômes traités par médicaments, maux de tête, fatigue chronique, douleurs articulaires, constipation, anxiété, découlent en réalité d'une déshydratation systémique. Une étude de 2013 de l'Université du Connecticut a révélé que même un déficit hydrique de 1,5% altère l'humeur, la concentration et la perception de la douleur. Le cerveau, composé à 75% d'eau, se contracte littéralement en cas de déshydratation. Des recherches japonaises de 2018 ont confirmé que boire de l'eau au réveil stimule le système nerveux parasympathique, améliore la motilité intestinale et prépare le corps à la journée. 25 siècles plus tôt, Hippocrate recommandait la même pratique, de l'eau pure le matin, des bains froids pour se revigorer, des bains chauds pour apaiser et des bains de mer pour purifier. L'eau était sa pharmacie liquide, un remède universel et accessible. Il enseignait que l'eau, au contact du corps, agit comme messagère de vie. Elle coule, purifie, dissout, transmet une énergie invisible. Pour Hippocrate, chaque source, chaque mer, chaque goutte possédait une vertu unique, à tel point qu'il prescrivait des bains de mer pour les affections cutanées, des compresses froides pour faire baisser la fièvre et des bains chauds aux herbes pour soulager les douleurs articulaires. L'eau, dans sa mutabilité, incarnait l'harmonie des contraires, chaleur et fraîcheur, immobilité et mouvement, légèreté et profondeur.
Aujourd'hui, l'hydrothérapie confirme la pertinence de ces observations. Des études menées à l'Université de Fribourg ont montré que les bains thermaux réduisent l'inflammation et améliorent la circulation, tandis que l'alternance de jets chauds et froids renforce le système immunitaire, comme l'illustrait le Dr Feldman en 2020. L'eau est donc un vecteur de régénération et représente aussi symboliquement un retour aux sources. S'immerger, c'est retourner à l'utérus primordial, la matrice liquide de la vie. Boire de l'eau en pleine conscience revient à reconnaître son lien avec le cycle cosmique. Océan, nuages, pluie, source, corps, puis à nouveau océan. Aujourd'hui, la médecine par l'eau n'a besoin ni de sanctuaires ni de sources sacrées. De petits gestes quotidiens, accomplis avec présence, suffisent. Au réveil, avant le café ou le brouhaha numérique, 2 verres d'eau tiède réactivent les organes, stimulent les reins, purifient le foie et réveillent le système lymphatique. La consommation quotidienne d'eau, calculée à environ 30 ml par kilogramme de poids corporel, doit être adaptée au climat, à l'activité physique et à la consommation de substances déshydratantes comme le café ou l'alcool. La qualité prime toutefois sur la quantité. L'eau doit être pure, filtrée, exempte de résidus chimiques et de plastique qui altèrent son essence. Même les bains, loin d'être simplement hygiéniques, deviennent thérapeutiques. 20 minutes d'immersion dans de l'eau chaude au sel de magnésium libèrent les tensions musculaires et mentales. Un bain chaud aux huiles essentielles apaise l'esprit, tandis qu'un bain froid ravive la vitalité. Hippocrate nous a même appris à observer notre urine, véritable reflet de notre équilibre hydrique. Si elle est sombre, le corps a besoin de se rafraîchir. Enfin, il nous a conseillé de boire avant d'avoir soif, car la soif est déjà un signe de carence. Pour lui, l'eau n'était donc pas un simple liquide, mais le plus ancien remède préventif, le plus accessible et le plus efficace. Nous sommes des créatures faites d'eau plutôt que de matière solide, des rivières enfermées dans notre peau. Cependant, pour Hippocrate, il existait une pratique encore plus prodigieuse, apparemment paradoxale, capable de régénérer le corps sans rien ajouter, mais en soustrayant le jeûne. Pour Hippocrate, le jeûne n'était pas une privation, mais plutôt une discipline thérapeutique. Il observait que, lorsque le corps est surchargé, le remède ne réside pas dans le fait de le nourrir, mais dans le fait de lui permettre de se reposer. Au IVe siècle, Averchi C., à ceux qui arrivaient à Kos avec de la fièvre ou une inflammation, le médecin n'administrait pas de décoction ni de banquet revigorant, mais prescrivait plutôt de l'eau et du calme. Dans ses aphorismes, il écrivait « Plus on nourrit les corps non encore purifiés, plus ils se nuisent. Le jeûne et le repos guérissent bien des maladies. » Cette intuition, moquée à l'époque, allait trouver un écho 25 siècles plus tard, lorsque la science en révélerait les fondements biologiques. Il a constaté que les animaux malades cessent instinctivement de manger. Les humains, en revanche, ont perdu cet instinct naturel. Les étudiants d'Hippocrate ont recensé des cas où 3 jours de jeûne ont accéléré la guérison, une guérison que les remèdes conventionnels n'ont pas permis d'obtenir. Il ignorait sans doute que, dans le silence métabolique du jeûne, les cellules activent un processus de renouvellement que nous appelons aujourd'hui l'autophagie, terme dérivé du grec auto, soi-même, et phagin, manger. En 2016, le scientifique japonais Yoshinori Ohsumi a reçu le prix Nobel pour avoir expliqué ces mécanismes. Pendant le jeûne, les cellules consomment leurs composants endommagés et les recyclent pour se régénérer. Le corps se purifie ainsi de l'intérieur, retarde le vieillissement, renforce le système immunitaire et protège contre le cancer. Par la suite, le docteur Walter Longo, de l'Université de Californie du Sud, a démontré que 3 à 5 jours de jeûne stimulent la régénération complète du système immunitaire, les cellules obsolètes étant éliminées et remplacées par de nouvelles. Le corps, suspendu à une ingestion constante, trouve le moyen de se renouveler. Les anciens, sans en comprendre la biochimie, parlaient de purification de l'âme. La science parle aujourd'hui de rajeunissement cellulaire. Le jeûne intermittent, pratiqué même inconsciemment par les Grecs, consistait à observer de longs intervalles entre les repas,
en harmonie avec les rythmes solaires. La recherche moderne confirme ses bienfaits: amélioration de la sensibilité à l'insuline, réduction de l'inflammation et synchronisation des rythmes circadiens. Mais pour Hippocrate, le jeûne était aussi un acte spirituel, non pas une punition, mais une libération. Cesser de manger étouffait le bruit intérieur, laissant place à la lucidité et à une profonde guérison. Jeûner, c'était faire confiance à la sagesse du corps, croire en son intelligence spontanée. L'appliquer aujourd'hui ne requiert aucune ascèse, mais une approche progressive. Commencer par 12 heures entre le dîner et le petit déjeuner, puis augmenter progressivement jusqu'à 16 heures, pendant lesquelles vous ne consommez que de l'eau, des tisanes ou du café amer. Choisissez un jour par semaine pour réduire vos repas à 2 ou un seul, afin de permettre au système digestif de se reposer et, en cas de fatigue ou d'inflammation, accordez-vous 24 heures d'eau et de calme. Le jeûne, en revanche, ne convient pas aux femmes enceintes, allaitantes ou souffrant de maladies graves. Comme tout médicament, il doit être utilisé avec discernement. Il est toujours conseillé de consulter un médecin avant d'entreprendre un jeûne prolongé. Lors de la rupture du jeûne, privilégiez la douceur en mangeant des fruits rouges ou des bouillons légers plutôt que des repas copieux. Le corps, tel un fleuve qui se remet à couler, a besoin de progressivité. Ainsi, chaque période d'abstinence devient un acte de confiance en son pouvoir de guérison inné. C'est le silence du corps qui permet à son médecin intérieur d'agir sans être perturbé. Hippocrate savait pourtant que le jeûne seul ne suffisait pas. La nature offre à l'homme des plantes généreuses, chargées de vertus thérapeutiques, souvent humbles et ignorées. Il marchait pieds nus dans les collines de Cos, cueillant des herbes que d'autres auraient prises pour des mauvaises herbes. Ail des ours, fenouil, menthe, origan, thym. Alors que les médecins d'écoles rivales cherchèrent des ingrédients exotiques et des potions complexes, il revenait avec de simples bouquets d'herbes, affirmant que le pouvoir réside dans la simplicité. Dans De Natura Hominis, il décrit plus de 400 plantes médicinales, notant leurs effets, leur dosage et leur mode d'utilisation. Sa science est celle de l'observation et non de la magie. L'ail, qu'il considérait comme la rose de l'enfer, était utilisé comme antibiotique naturel, écrasé avec du miel pour les infections respiratoires, cru contre les parasites intestinaux, mélangé à de l'huile d'olive pour les plaies tenaces. Le fenouil était utilisé pour apaiser les gonflements et les coliques, la menthe pour calmer les maux de tête et les nausées, l'origan pour désinfecter les aliments et les plaies. Et la science moderne, des siècles plus tard, a confirmé cette vérité. Des études menées par l'Université d'État de Washington, 2001, ont démontré que l'alicine de l'ail possède des propriétés antibactériennes et antivirales extraordinairement efficaces. D'autres recherches ont souligné la capacité du fenouil à réduire les spasmes et l'inflammation intestinale, tandis que la menthe, grâce à sa teneur en menthol, détend les muscles viscéraux, améliorant ainsi les troubles digestifs. Enfin, l'origan contient du carvacrol et du thymol, des substances antimicrobiennes naturelles. Ce qu'Hippocrate avait pressenti, la science le mesure désormais. Pour lui, les herbes n'étaient pas de simples remèdes, mais des messagères de la terre. Chacune poussait à un endroit précis, absorbant les vertus du sol et du soleil, les transformant en énergie curative. Les utiliser signifiait coopérer avec la nature et non la dominer. Il préconisait « Prenez seulement ce dont vous avez besoin et remerciez la plante ». Les herbes ne remplaçaient pas les soins d'urgence, mais constituaient des outils de prévention et de soutien au quotidien. Aujourd'hui encore, nul besoin de devenir herboriste pour redécouvrir cette alliance ancestrale. Il suffit d'adopter des pratiques simples, comme consommer régulièrement de l'ail cru, oxyder quelques minutes avant utilisation pour activer ses composés, boire des infusions de graines de fenouil après les repas copieux, frotter des feuilles de menthe sur les tempes pour soulager les maux de tête, ou ajouter de l'origan et du thym à ses plats pour une protection antimicrobienne naturelle. Faire pousser une plante sur le rebord de la fenêtre, observer sa croissance, la toucher et en prendre soin de ses propres mains restaure le sens originel de la médecine, celle d'un dialogue entre l'homme et la nature.
Les herbes récoltées par Hippocrate n'étaient ni rares ni chères. Elles étaient à la médecine populaire, accessible, quotidienne, ancrée dans la terre même qui nourrissait l'humanité. Chaque fois que vous choisissez une plante fraîche plutôt qu'un comprimé, vous renouvelez ce pacte ancestral. Sur le marché ensoleillé de Kos, parmi des paniers d'osier débordant de couleurs et de parfums, Hippocrate sélectionnait des fruits avec la précision d'un joaillier, des grappes de raisins violets, des figues mûres dégoulinantes de miel, des grenades révélant une constellation de rubis vivants. Pour lui, ces fruits n'étaient pas de simples desserts, mais de véritables élixirs de santé. Les Grecs les considéraient comme des dons divins, la grenade symbole d'immortalité, le raisin offrande à Dionysos, la figue aliment des athlètes. Hippocrate, cependant, pressentait son pouvoir réel, et non mythique. Il observait que ceux qui en consommaient abondamment vivaient plus longtemps, étaient plus résistants et moins sujets aux maladies saisonnières. Dans De Victu in Morbis Acutis, il notait que les fruits, consommés de saison, équilibrent les humeurs et renforcent l'organisme, que le raisin purifie le sang, que les figues adoucissent les intestins et que les grenades fortifient l'estomac. Aujourd'hui, la biochimie confirme ce que l'œil du médecin grec avait discerné empiriquement. En 2004, David Sinclair, de Harvard, a identifié le resveratrol, présent dans la peau du raisin rouge, comme activateur des gènes de longévité. Ce jus ancestral de Dionysos s'est avéré capable de prolonger la vie cellulaire, de protéger le cœur et d'atténuer l'inflammation. Les figues, étudiées par l'université Rutgers, sont riches en fibres, en magnésium et en polyphénol qui stabilisent le glucose et combattent la fatigue chronique. C'est pourquoi Hippocrate en offrait aux athlètes avant les compétitions. Enfin, selon une étude de l'EPFL, la grenade contient de l'urolitine A, une molécule qui régénère les mitochondries et redonne de l'énergie aux cellules vieillissantes. Des méta-analyses de l'Université de Californie ont même reconnu qu'un régime méditerranéen riche en ces fruits réduit considérablement les risques cardiovasculaires, métaboliques et cognitifs. Chaque bouchée de raisin, de figue ou de grenade devient ainsi un acte de prévention, une pratique de guérison naturelle déguisée en plaisir. Raisin en automne, figue en été, grenade à l'aube de l'hiver. 2 ou 3 portions de fruits entiers par jour, non pas en jus mais entiers, avec fibres et peau si comestibles, soutiennent le microbiote et régulent l'absorption naturelle des sucres. La variété des couleurs est également essentielle. Chaque nuance correspond à un antioxydant différent et composer un arc-en-ciel de fruits permet de renforcer la protection de votre organisme. Mangez des fruits, l'estomac léger ou le matin, lorsque votre digestion est prête, prévient la fermentation et les ballonnements. Ici aussi, le même principe s'applique. Les fruits tropicaux très sucrés doivent être contrebalancés par des fruits plus acides ou fibreux. Chaque fois que vous choisissez des fruits frais plutôt que des aliments industriels, vous réaffirmez la vision hippocratique d'une médecine qui vient de l'arbre et non du laboratoire, d'un corps qui se guérit grâce à la terre et non contre elle. Parmi les boissons, cependant, une occupait une place singulière pour Hippocrate. Le vin, à la fois médicament et poison, don des dieux et tentation pour les hommes. Le médecin causique l'administrait dilué, jamais pur, convaincu que la sagesse réside dans la modération. Dans son traité de la diète, il écrivait « Le vin est une chose merveilleuse pour l'homme, en bonne santé comme en cas de maladie, s'il est utilisé avec justice et selon sa constitution. » Il distinguait le vin rouge, dilué 3 fois dans de l'eau, pour tonifier et réchauffer les convalescents, le vin blanc pour purifier les voies urinaires, et le vin chaud et épicé pour les fièvres grasses. Mais il mettait en garde, l'excès engourdit l'esprit et corrompt le foie. Les soldats grecs recevaient des rations de vin coupé d'eau non pas pour l'ivresse, mais pour désinfecter l'eau et fournir rapidement de l'énergie. Une utilisation pratique et thérapeutique. Des siècles plus tard, le paradoxe français allait relancer le débat. Malgré une alimentation riche en graisse et un tabagisme modéré, les Français présentaient une incidence plus faible de crise cardiaque, attribuée à une consommation modérée de vin rouge.
Harvard, Nature et le British Medical Journal ont confirmé qu'une quantité modérée de resveratrol active les gènes de longévité et protège le cœur, mais qu'au-delà, ce bénéfice disparaît. Des études ultérieures, comme celle publiée dans The Lancet en 2018, ont révélé qu'aucune quantité d'alcool n'est totalement sans risque, car même de faibles quantités augmentent le risque de cancer et d'accident. La clé réside donc dans le contexte. Le vin des anciens était naturel, fermenté à partir de raisins purs, consommé avec de la nourriture, et non pas seul ou à jeun, et faisait partie intégrante d'une alimentation riche en légumes, poissons et huile d'olive. Spirituellement, le vin représentait pour les Grecs le mystère de la transformation, le raisin qui meurt en fruit et renaît en nectar, la décomposition qui devient renaissance, l'œuvre invisible des levures qui transforme le simple en sublime. Mais ce symbole même contenait un danger. Dionysos, dieu du vin, était à la fois vénéré et craint. Hippocrate avertissait que l'intempérance transforme le remède en poison. Boire avec modération, c'est donc comprendre la limite. Si l'on souhaite suivre son exemple aujourd'hui, les règles restent inchangées. Ceux qui ne boivent pas n'ont aucune raison de commencer. Ceux qui boivent doivent le faire avec modération, un seul verre de vin rouge, de préférence bio, au cours d'un repas et jamais à jeun. Les personnes malades, enceintes ou suivant une thérapie doivent s'en abstenir complètement. Même diluer le vin dans un peu d'eau, une pratique peu courante aujourd'hui, peut lui redonner sa dimension ancienne et sobre. Pour Hippocrate, la modération était plus qu'une vertu. C'était le principe cardinal de la santé. Un jour, un de ses disciples, scrupuleux jusqu'à l'obsession, lui avoua qu'il suivait chaque précepte à la lettre. Pain complet, eau pure, herbes médicinales quotidiennes, jeûne régulier. Pourtant, il se sentait faible et malheureux. Le maître le regarda avec compassion et lui dit « Tu as transformé la médecine en maladie. Un excès de vertu reste un excès. » Ainsi naquit la leçon la plus subtile de son enseignement, l'art de la modération. La modération, pour Hippocrate, n'est pas un renoncement, mais un équilibre fluide entre les contraires, la capacité à s'adapter aux besoins du moment. Le corps, disait-il, est un système de force en quête constante d'harmonie. Le forcer vers un extrême, que ce soit la privation ou l'abondance, conduit au désordre. Dans son traité sur les humeurs, il décrit les 4 fluides vitaux, le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire, et leur équilibre comme le fondement de la santé. Aujourd'hui, nous parlons d'homéostasie, mais l'essence reste la même. Le bien-être résulte d'un ajustement dynamique continu. Trop de nourriture fatigue, trop peu affaiblit. Trop d'exercice blesse, trop d'inertie atrophie. Sommeil et éveil, calme et activité doivent alterner comme les saisons. La science moderne a redécouvert cette vérité. Des études menées à l'Institut Karolinska et à Stanford démontrent que le corps s'épanouit lorsqu'il alterne stress modéré et récupération. Les régimes extrêmes produisent des résultats éphémères et des dommages durables, tandis que des approches souples et cohérentes assurent l'équilibre. Même la psychologie reconnaît que l'obsession pour la santé, l'orthorexie, peut dégénérer en anxiété et en isolement, comme l'avait prédit Hippocrate. Les Grecs appelaient la vertu de tempérance sophrosine. Non pas la répression, mais l'harmonie consciente entre le désir et la raison. Cela signifie écouter son corps, reconnaître ses limites sans imposer de tyrannie. Alimentation, exercice physique, sommeil. Tout doit obéir à une mesure personnelle et non à un dogme universel. Les anciens vivaient en harmonie avec les rythmes naturels. Ils mangeaient des aliments simples, marchèrent beaucoup et se reposaient au coucher du soleil. C'était leur régime alimentaire, leur exercice physique, leur médecine, intégrés à leur quotidien. Appliquer la modération hippocratique aujourd'hui signifie suivre quelques règles souples, bien manger la plupart du temps, mais s'autoriser de petites exceptions sans culpabilité, s'arrêter de manger quand on est rassasié et non quand on est rassasié, bouger tous les jours, même simplement en marchant ou en dansant, dormir à son rythme naturel, alterner périodes de restriction et périodes d'abondance contrôlée,
Évaluer sa santé non pas à l'aune de chiffres, mais en fonction de son énergie, de sa lucidité et de sa sérénité. Et surtout, pardonner ses propres erreurs. Pour Hippocrate, la santé n'était pas un état de perfection immobile, mais un processus d'ajustement continu, un art de naviguer entre excès et déficience sans sombrer dans l'un ou l'autre. Ainsi, chaque fois que vous rejetez le fanatisme et choisissez l'équilibre, vous honorez son héritage le plus profond, un principe de vie qui transcende la simple médecine. Le soleil se leva lentement sur l'île de Kos, et Hippocrate, avant que les autres hommes ne s'éveillent, s'exposa à ses premiers rayons, tel un buveur de lumière. Il savait que dans la chaleur dorée de l'aube résidait une énergie subtile, capable de réveiller la vie chez les plantes, les animaux et les humains. Pour lui, le soleil n'était pas un simple phénomène naturel, mais un remède invisible, une force ordonnatrice qui régule l'équilibre de l'existence. Dans son traité « De l'air, de l'eau et des lieux », il écrivait que « La santé humaine dépend de l'harmonie entre le corps et les éléments qui l'entourent. » Et parmi ceux-ci, le soleil occupait la première place. Nous savons aujourd'hui que la lumière du soleil est essentielle à la synthèse de la vitamine D, une molécule régulatrice de plus de 2000 gènes, responsable de la solidité osseuse, de l'immunité, de l'humeur et de la longévité. Ce qu'Hippocrate avait pressenti en observant le teint de ses patients, la science moderne l'a mesuré dans les laboratoires de Harvard et du Karolinska Institutet. Le manque de lumière, typique des mois d'hiver et du confinement, provoque dépression, fatigue chronique, immunodéficience et maladies auto-immunes. Il recommandait donc à ses patients d'exposer leur peau au soleil matinal, car l'air et la lumière sont les véritables médecins du corps. Et il observait que les agriculteurs, constamment baignés de lumière, étaient plus forts et vivaient plus longtemps que les citadins. Les anciennes thérapies solaires, aujourd'hui réévaluées sous le nom d'héliothérapie, reposent sur le principe hippocratique de modération. La lumière guérit, mais seulement si elle est utilisée avec modération. Un court bain de soleil régulier, pratiqué le matin ou en fin d'après-midi, tonifie sans nuire. L'excès, en revanche, brûle et corrompt, comme c'est le cas pour toute force naturelle non respectée. Des études de l'Université de Copenhague 2020 ont montré que 10 à 15 minutes d'exposition quotidienne suffisent à maintenir un taux optimal de vitamine D chez la plupart des individus. La lumière du matin régule les rythmes circadiens, améliorant le sommeil, le métabolisme et la concentration. Même la psychiatrie a reconnu l'efficacité de la luminothérapie dans le traitement de la dépression saisonnière, reprenant sans le savoir les prescriptions d'Hippocrate. Ce dernier recommandait également de respirer chaque jour un air pur, loin des miasmes des villes et des maisons étouffantes, car l'air vicié corrompt le sang. L'oxygène, médicament invisible, est le besoin primordial du corps, et, paradoxalement, le plus négligé. Les anciens marchaient pieds nus, ouvraient leurs fenêtres et dormaient à la belle étoile. Nous, cependant, vivons d'air recyclé et artificiel. Hippocrate recommandait des exercices de respiration similaires à ce que nous appelons aujourd'hui le pranayama, des inspirations lentes et profondes à l'aube, avec une brève retenue respiratoire avant l'expiration, pour renforcer les poumons et purifier l'esprit. La science moderne, grâce à la respiration diaphragmatique, a démontré que ces pratiques réduisent le stress, diminuent le cortisol et améliorent la variabilité du rythme cardiaque, signe de résilience physiologique. La lumière et l'air ne sont donc pas de simples éléments, mais deux courants vitaux qui façonnent notre santé. Privé d'eux, le corps se dégrade. Réintégré, il s'épanouit. Chaque matinée passée au grand air, chaque respiration consciente, chaque rayon de lumière qui effleure la peau, représente une thérapie gratuite et universelle, qu'aucun laboratoire ne peut reproduire. L'héliothérapie et l'aérothérapie, comme les appelait Hippocrate, sont les fondements de la prévention. Marcher au soleil, respirer profondément, dormir dans des espaces bien aérés, éviter une vie trop sédentaire et confinée. Même la qualité de l'air urbain, aurait-il dit, reflète la morale collective. Là où l'air est corrompu, même l'âme dépérit.
Après la lumière et l'air, Hippocrate posait un autre pilier de la santé, le mouvement. La vie est mouvement, disait-il, et l'immobilité est proche de la mort. Pour lui, le corps humain est comme une source. Si l'eau coule, elle reste pure. Si elle stagne, elle pourrit. Hippocrate observait les guerriers, les athlètes et les agriculteurs. Ceux qui travaillaient avec leur corps jouissaient de force et de sérénité, tandis que ceux qui menaient une vie oisive tombaient facilement malades. Son approche du mouvement était thérapeutique et non esthétique. L'objectif n'était pas de sculpter le corps, mais de maintenir un flux de vie harmonieux. Il recommandait la marche quotidienne, le jogging léger, la gymnastique douce, la lutte modérée, la natation en mer et même les danses rituelles. Toute partie du corps inutilisée devient malade, écrivait-il dans ses aphorismes, et cette maxime se reflète aujourd'hui dans les principes de la physiologie et de la médecine préventive moderne. Des études menées par l'Organisation mondiale de la santé montrent que 30 minutes d'exercice quotidien réduisent de 40% le risque de maladies chroniques. Mais Hippocrate préconisait non seulement la quantité, mais aussi la qualité. L'exercice doit procurer du plaisir et non de la fatigue. Le corps obéit à la joie, affirmait-il, anticipant de plusieurs millénaires la psychologie positive et l'importance du bien-être mental dans l'activité physique. Aujourd'hui, la médecine du sport confirme qu'un mouvement harmonieux, marche, yoga, natation, danse, stimule la production d'endorphines, de sérotonine et de facteurs neurotrophiques qui régénèrent le cerveau et l'humeur. L'inactivité, en revanche, est un poison doux. Elle altère la glycémie, affaiblit le cœur, atrophie les muscles et engourdit l'esprit. Hippocrate aurait souri de voir comment la science avait enfin traduit en données ce qu'il pressentait. Le corps, en mouvement, pense mieux, respire mieux et aime mieux. Et, pour lui, le mouvement était un acte de gratitude envers la vie, une prière en forme de geste. Marcher dehors le matin, au soleil et respirer l'air frais, réunissait 3 de ces remèdes fondamentaux en un seul rituel quotidien. Intégrer le mouvement à sa routine ne signifie pas nécessairement s'inscrire à la salle de sport, mais trouver du plaisir à bouger, que ce soit en dansant au salon, en jardinant ou simplement en prenant les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pourtant, une chose manquait encore, peut-être la plus mystérieuse, le sommeil. Hippocrate l'appelait le médecin silencieux, celui qui guérit pendant notre sommeil. Il observait que les fièvres les plus tenaces disparaissaient après un sommeil profond, que les blessures cicatrisaient plus vite chez ceux qui dormaient bien, que les aliénés retrouvaient leur lucidité après un repos prolongé. Sommeil et veille doivent être égaux, écrivait-il, signifiant ainsi que l'équilibre entre activité et repos est la condition même de la santé. Le maître de Cos recommandait de s'endormir tôt, de suivre le rythme du soleil et d'éviter les repas copieux ou les discussions avant de se coucher. Il conseillait de dormir sur des lits simples, dans des pièces aérées, dans l'obscurité totale, car la nuit doit être la nuit. La science moderne, en étudiant la mélatonine, a confirmé que l'exposition à la lumière artificielle, le soir retarde la sécrétion de l'hormone du sommeil et altère les rythmes biologiques. Ainsi, le remède le plus ancien reste le plus pertinent. Éteindre les écrans, respirer profondément et se laisser bercer par le silence. Bien dormir n'est pas un luxe, mais un acte de purification spirituelle. Ainsi, après avoir enseigné la sagesse du pain et de l'eau, du jeûne et des herbes, du soleil, de l'air, du mouvement et du sommeil, Hippocrate s'est penché sur le remède ultime et suprême, la purification de l'âme. Car, disait-il, aucun corps ne peut être guéri si l'âme reste souillée. Dans sa pensée, la maladie n'était pas seulement un désordre de la matière, mais une disharmonie entre l'esprit et la nature. Lorsque l'homme s'éloigne de son essence, lorsque le cœur est submergé par des passions excessives ou des pensées troubles, l'énergie vitale se perd et le corps,
fidèle serviteur, manifeste sa souffrance. On ne peut traiter une partie sans traiter le tout, écrivait-il dans De Morbo Sacro, anticipant de plusieurs siècles la vision holistique. Il encourageait les médecins à interroger le patient non seulement sur les symptômes, mais aussi sur son mode de vie, ses émotions et la qualité de ses pensées. Si l'âme est triste, prévenait-il, aucun remède ne sera efficace. Si l'esprit est serein, même les blessures les plus profondes seront guéries. Cette idée, méconnue ou oubliée pendant des siècles, est aujourd'hui confirmée par la psychoneuroimmunologie, la science qui démontre comment les émotions influencent les systèmes immunitaires et hormonaux. La colère, la peur et la tristesse chronique produisent des hormones de stress qui enflamment et affaiblissent, tandis que la gratitude, la joie et la compassion génèrent des substances qui réparent et renforcent. Hippocrate connaissait, dans le langage mythique, ce que nous décrivons dans les formules chimiques. Il savait que la sérénité guérit. C'est pourquoi il recommandait à ses patients de vivre en harmonie avec la nature, de cultiver des amitiés sincères, de se consacrer à la musique, à la contemplation et à l'amour. Le rire, disait-il, est le souffle de l'âme. La musique, son remède. Il encourageait souvent ses patients à aller au théâtre, à assister à des comédies et des tragédies, car l'esprit, libéré des émotions refoulées, retrouve l'équilibre. Pour Hippocrate, le médecin idéal était celui qui prenait soin à la fois de la chair et de l'esprit. L'âme gouverne le corps comme le timonier gouverne le navire. Si le timonier est aveugle, le navire se brisera contre les rochers. Ainsi, il prescrivait non seulement des décoctions ou le jeûne, mais aussi le silence, la contemplation, la prière et la réconciliation. Il exhortait au pardon envers soi-même et envers les autres, car la haine est un poison que l'âme verse dans son propre sang. Il recommandait de passer du temps dans la nature, car les forêts, la mer et les collines étaient pour lui de véritables temples, qui observent les arbres et le vent apprend plus que 1000 livres. L'homme moderne, confiné par les murs et les artifices, a oublié cette médecine primordiale. Mais la science éco-psychologique actuelle confirme son efficacité. Marcher en forêt ralentit le rythme cardiaque, réduit le cortisol et augmente la sérotonine. Le contact avec la terre recharge électriquement le corps, rétablissant sa polarité naturelle. Le bain de forêt japonais, devenu une tendance santé, n'est que la renaissance de l'ancien enseignement hippocratique. Laissez la nature nous guérir. L'âme, pour Hippocrate, était le principe vital qui relie l'homme au cosmos. Lorsque la respiration est en harmonie avec celle du monde, lorsque les pensées sont claires et le cœur apaisé, la santé s'épanouit comme une plante au printemps. Son ultime leçon à ses disciples, consignée dans les fragments du Périssoès, était une prière à la vie elle-même. Ne combattez pas la nature, mais accompagnez-la. Ne cherchez pas à la dominer, mais écoutez-la. En elle réside la sagesse qui vous a créé. Cette phrase, redécouverte et traduite à la Renaissance, devint la devise de Paracelse et de nombreux médecins éclairés. Elle résume le cœur éternel de la médecine hippocratique. Guérir n'est pas une conquête, mais un retour. Retourner à la nature ne signifie donc pas fuir le monde, mais retrouver son rythme. C'est vivre de telle sorte que chaque geste s'harmonise avec notre environnement. Manger ce que la terre nous offre, se mouvoir au gré de la lumière du jour, se reposer la nuit, respirer un air pur, boire une eau vive, cultiver des pensées claires et des sentiments bienveillants. C'est comprendre que l'homme n'est pas le maître de la nature, mais son expression. Lorsqu'Hippocrate parcourait les herbes et discutait avec ses disciples, il enseignait non seulement la médecine, mais une philosophie de vie. L'homme est un microcosme qui reflète le macrocosme, et la santé n'est que la musique de cette correspondance. Ainsi, aujourd'hui comme hier, la médecine hippocratique n'est pas une science du passé, mais une voie d'avenir. Elle unit ce que la pensée moderne a séparé, le corps et l'âme, la nature et la science, la matière et l'esprit.
Elle ne nous invite pas à rejeter les avancées de la médecine contemporaine, mais à la compléter par une sagesse oubliée. Car, comme l'écrivait le maître de Kos, ce n'est pas la maladie qu'il faut guérir, mais l'homme. Et guérir l'homme, c'est guérir le tout. Ici, le cercle se referme. Le pain, l'eau, le jeûne, les herbes, les fruits, le vin, avec modération. La modération, le soleil, l'air, le mouvement, le sommeil, la sérénité de l'âme et l'union avec la nature constituent les 10 secrets immortels d'Hippocrate. 10 comme les doigts avec lesquels l'homme touche le monde, 10 comme les chemins qui mènent au même but. Vivre en harmonie. Lorsque vous buvez de l'eau pure, lorsque vous marchez à la lumière de l'aube, lorsque vous choisissez une nourriture simple et remerciez la terre de vous la donner, lorsque vous respirez profondément et sentez que votre corps est un temple, alors vous êtes déjà votre propre médecin. À cet instant, la voix d'Hippocrate résonne encore, non plus parmi les pierres de Kos, mais dans le cœur de ceux qui comprennent. La nature est le meilleur médecin. Elle guérit les maladies, enseigne la modération, rétablit l'équilibre. Il suffit de la suivre. Nous avons traversé 25 siècles pour redécouvrir ce qui n'a jamais vraiment été perdu. La sagesse d'un homme qui voyait dans la nature le plus grand maître de guérison. Si ce voyage vous a touché, laissez un « j'aime » pour soutenir la diffusion de ces enseignements. Laissez un commentaire en me disant ce qui vous a le plus marqué, ou écrivez le mot « harmonie ». Ce sera le signe que vous choisissez la voie de la conscience, de l'équilibre et du retour à votre nature la plus authentique. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes consacrés à la sagesse ancestrale, à la science de la vie et à la puissance cachée en nous. Je vous souhaite équilibre, conscience et lumière. Que chaque jour devienne un acte de guérison. Merci de m'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine renaissance et que la nature soit avec vous.